dans les bidonvilles, il y avait une communauté. Il y avait alors Algériens, il y avait Marocains, Tunisiens, il y avait des Portugais, des Espagnols, des gens de voyage. Il y avait même des Français qui habitaient avec nous dans les bidonvilles et dans les cités de transit. C'était tout un mélange, il y avait de tout. On a souffert. On a souffert. Vous savez, quand vous arrivez dans les bidonvilles, c'est pas un 5 étoiles, hein. On n'avait rien, quoi. C'était des baraques en tôle, en bois, et il n'y avait rien. Donc, avec les bêtes, les cafards, enfin bon, j'en passe, les rats, et bon, ben, oui, bien sûr, ça vous marque. Surtout quand on est jeune. Mon père était commerçant, il avait ses moutons au bidonville. Et, euh, mon père, avec les autres hommes, ont construit le bidonville, la cité des pâquerettes. Et c'est vrai qu'au bidonville, les hommes étaient capables de construire n'importe quoi. Donc ils récupéraient du parpaing, des tôles, ils construisaient. Ils arrivaient même à faire un hammam dans un bidonville, il faut le faire quand même. Il y avait les l'épicerie, il y avait coiffeur, il y avait boucherie, épicerie. Enfin, c'était une ville dans une ville. Oui, ben voyez, ben voilà, je suis là, ici, moi je suis là. Là. Ah oui, ça c'est Là. toi là. Oui, c'est moi. C'est fou ce qu'ils m'ont apporté, les gens. Ah, oui, oui. Comment ils vivaient? Ben, de toutes les façons, ils vivaient comme tout le monde. Tellement il n'y avait pas. C'était une baraque. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas. Voilà. Et les enfants allaient à l'école. Nous sommes au mois d'octobre 1961. Maurice Papon, préfet de police à Paris, impose le couvre-feu dès 20h à la population algérienne. Plus personne ne peut mettre le nez dehors. Or, la plupart des Algériens sont des ouvriers, ils ne peuvent donc militer au sein du FLN qu'après des horaires de travail souvent tardifs. Pour protester contre cette mesure d'exception, le FLN appelle à une manifestation. Le 17 octobre, 30 000 Algériens viennent en famille se rassembler à Paris. En face, 10 000 policiers, CRS et gendarmes mobiles vont réprimer de la manière la plus brutale cette manifestation interdite par les autorités. La répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine. La répression policière sera impitoyable. Il avait le chef du Valin, il a bien habillé pour les enfants, la femme, tout ça. Oui. Aller voir De Gaulle là-bas, dans le balai de Gaulle. C'était parti d'une bonne intention, Ouais. parce qu'ils avaient un message de Gaulle, parce qu'ils écoutaient beaucoup la radio à cette époque-là, en leur disant vous êtes tous mes enfants, n'ayez crainte. Donc quand il y a eu cet appel à cette manifestation pour l'indépendance, notamment en octobre 61, ils étaient partis en toute confiance, c'est ce qu'ils disaient. Ce fameux jour, il y a eu quand même une préparation en amont. Il y a eu une préparation entre adultes. Je sais que voilà, il faut vous préparer parce que tel jour, il va y avoir une manifestation. Donc il faut que tout le monde vienne. Les enfants, les mamans, il faut que tout le monde vienne. Les gens qui habitaient tout autour, qui habitaient Besançon, qui habitaient Argenteuil, qui habitaient Colombes, qui habitaient Gennevilliers, pour la plupart, même Cormeillon-Parisis, pour la plupart, pour se rendre au pont de Neuilly, passer par Nanterre. Je sens que c'était plutôt 6h30 parce qu'il faisait déjà noir. Et je monte dans l'autobus. Et j'habitais à l'époque le 17e. Donc je ne sais pas quel est le parcours qu'il a fait. Je dis, je ne comprends rien. Les gens descendent, remontent. Je ne comprenais rien de ce qui passait. Mais et c'était, visiblement, c'était des Algériens. Dès que la nuit fut tombée, donc presque vers 18h, 19h, j'ai été dans la foule et on a commencé à descendre vers Paris. Donc on est parti des bidonvilles des Pâquerettes, à Nanterre, à pied, et on a suivi le cortège pour aller vers le pont de Neuilly. Et tout se passait bien, tranquillement. Il y a quelqu'un qui nous a avertis qu'il y avait un défilé sur la grande avenue qui conduit de la Garenne jusqu'au pont de Neuilly à l'époque. Et
On est sorti, on habitait dans une impasse, on est venu voir. Et effectivement, là, on a vu un défilé de femmes, d'enfants, endimanchés, habillés, mais avec des couleurs très gaies, des couleurs de leur pays, des gandouras, les petites filles étaient impeccables. Et tout ce monde-là, et avec des hommes également, et tout ce monde-là convergeait vers le pont Neuilly. Et on nous a dit rendez-vous 4 chemins, le petit Colombe. Juste après l'hôpital, on a été au rendez-vous et on commençait à voir les gens arriver. De là, un chef, je me rappellerai toujours, il a dit hop, départ, direction Pont de Neuilly. On est parti sur le Pont de Neuilly. Arrivé au Pont de Neuilly, au milieu du Pont de Neuilly, ça commençait à tirer. La police française, elle n'a pas fait de pitié contre eux. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Femmes, hommes, enfants, ils sont tous, ils les ont mis tous dans le même panier. Il y a un gars là, devant moi, il a passé un balle, il a attrapé dans le genou, il a tombé devant nous. Ma femme, il a coupé les doigts comme ça là. Il a emmené ma mère à l'hôpital vu qu'elle était blessée après les tirs. Et en sortant, c'était le couvre-feu en fait. Et au couvre-feu, il y a un quart de police qui était dans le secteur qui l'a pris. Il a commencé à coup de crosse à la rentrée dans le car en lui disant qu'est-ce que vous faites là et autres. Et il s'est rendu compte, le temps qu'il s'explique, qu'il y a eu un appel d'urgence. Il dit que c'est la seule chose qui l'a sauvé, sinon il aurait été embarqué et on ne sait pas comment ça serait terminé. Une horreur, parce qu'il y avait si vous voulez, des coups qui partaient de partout, des godasses, de grosses godasses, vous savez, c'était ce qu'on appelle des rangers dans le temps, et ça pesait, c'était lourd. Donc des coups de rangers, des bâtons, ils utilisent des bâtons assez longs. Malgré que les personnes étaient à terre, ils continuaient à le tabasser, et les gens qui fuyaient recevaient des coups de partout. Alors quand on voyait par la suite un peu ces gens blessés et tout, ils étaient immaculés de sang, avec des yeux crevés, des têtes fracassées, des bras tordus, des jambes, des gens qui étaient couchés, des gens qui se lamentaient du ventre, courbés en deux. Alors ceux qui s'échappaient, et qui étaient rattrapés, parfois ils se balançaient dans la Seine, on les balançait carrément. C'était inimaginable, c'était effroyable, c'était vraiment un autre monde, c'était un film d'horreur, c'était vraiment un film d'horreur. Il y avait une foule immense, il y avait tout le monde, il y avait ensuite il y a eu des cris, il y a eu des gens qui tombaient, qui étaient renversés parce que la foule faisait demi-tour, donc tout le monde se sauvait. Il y a certaines personnes qui ont sauté dans la Seine, d'autres se sont fait tirer dessus. Nous, on s'est retrouvés avec mon frère Ahmed et mon père du côté actuellement, où il y a la préfecture, il y avait des bidonvilles, c'était encore en construction. 1500 ou 15 000, il a groupé tous les usines, tous les briseurs, tout ça. Il a commencé à mettre dans le camion. Il a sorti, ouvrir la banne, et il a vidé dans la Seine. C'est des gens qui étaient du bidonville, qui ont vécu ce qu'on appelle des rafles. Et sur certains étaient, comme il disait, lancés dans la Seine à Paris. Ouais. Et c'est ces gens-là du bidonville de Nanterre qui aujourd'hui, ils sont décédés aujourd'hui, mais qui leur ont raconté le lendemain qu'ils ont réussi à se sauver, qu'ils ont su nager et qui nous ont raconté ces anecdotes-là. On partait tout joyeux, on faisait la fête, on partait faire une manifestation, mais elle était joyeuse, on chantait, donc et d'un coup vous entendez des coups de feu, vous entendez, bien sûr ça nous marque, bien sûr, ça nous a marqué. Pas mal de ma famille a participé à cette marche, ce qu'on appelle cette fameuse marche, et cette marche de liberté aussi, de la dignité. Et je l'ai plutôt vue comme une certaine fierté, voilà, pour les Algériens, parce que quelque part c'était aussi se dire je ne subis pas, voilà. Mon père nous a raconté, ce qui s'est passé. Oui, il nous en a parlé, et puis c'était pour lui, c'était pour avoir un peu plus de liberté, pour pouvoir sortir le soir, pas être enfermé comme des rats. Déjà, on n'était pas bien logés, on était dans des bidonvilles. Alors en plus, on n'avait plus le droit de sortir le soir, il y avait le CRS qui encerclait le bidonville. Et ils arrivaient sans avertir, ils massacraient les gens. C'était vraiment
Je trouve que c'est dommage qu'on ne les a pas suffisamment aidés à verbaliser, à faire ce travail, je dirais, de faire sortir, de mettre en mots cette souffrance-là, parce que non seulement elle les aurait aidés, mais elle nous aurait aidés aussi, parce que tout ça a contribué à des tensions dans les familles extrêmement importantes. C'était fait dans le silence. Hormis des personnes qui étaient conscientes, qui étaient informées. Hein. Mais les enfants, les jeunes ne savaient rien. On ne leur parlait pas, ils ne savaient pas, c'était très secret. Hein. On peut dire que certains ont commencé à ouvrir les yeux bien après l'indépendance, c'est-à-dire après 62. Le souvenir que j'en ai, s'en parlait très peu. D'abord parce que tout le monde avait peur, il ne fallait pas que les enfants disent quelque chose, que ça soit répété. Et je pense aussi qu'ils étaient traumatisés, avec du recul, parce qu'il y avait une telle souffrance, ils ne voulaient pas parler. Donc ils pensaient plutôt à chanter, à danser, essayer entre eux, d'être solidaires, de s'entraider. Moi j'avais 1 an quand ça s'est passé, donc j'étais petit, mais au fur et à mesure du temps, je sentais qu'il y avait un silence bizarre dans la famille. Et un jour, j'ai surpris mon père avec d'autres membres de la famille parler de ça. Alors ils parlaient qu'ils avaient été arrêtés, qu'ils avaient été frappés très très fort, blessés, etc., etc. Quand j'ai surpris leur discussion, ils se sont arrêtés immédiatement, silence, parce que la politique de la famille, comme dans beaucoup de familles algériennes, c'était on ne dit rien, parce qu'on ne va pas traumatiser nos enfants. Eux, on va essayer de leur donner une autre chance. Le 17 octobre, c'est une journée très difficile à vivre, très difficile, vécue très difficilement par les Algériens ici en France, surtout ici dans la région parisienne, parce que c'est là où s'est passé le plus gros. Mais je crois que c'est à leur honneur. On peut pardonner, le pardon est acquis. Soigner les blessures, des malentendus, je pense, mais surtout faire connaître cette histoire. C'est la meilleure façon pour la dépasser. Maintenant, je souhaite que mes enfants revivent plus ça, hein. Tous les enfants. Hein. Maintenant, ils sont un peu mieux, ils vont à l'école. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'aller très tard à l'école. Parce qu'il fallait penser aux parents, il fallait penser à... Travailler jeune. On a travaillé jeune. Mais maintenant, le souhait, c'est que ça ne se reproduise plus. La rupture est importante à connaître. Elle est importante pour les jeunes générations, elle est importante pour l'histoire. Parce que l'histoire, elle est faite de toutes ces histoires, de ces petites histoires l'une à côté de l'autre. Et puis, c'est un devoir. On ne peut pas continuer à vivre, on ne peut pas s'adresser à l'avenir, on ne peut pas s'adresser à avoir un futur si on ne connaît pas notre passé. Moi, ce qui me touche un peu, c'est que beaucoup sont partis sans qu'il y ait cette reconnaissance. Donc mon père fait partie encore que certains qui sont encore vivants. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une reconnaissance et puis le pardon comme on a pardonné à d'autres personnes. Juste la reconnaissance et puis que l'histoire et ce moment, cette période un peu noire de l'histoire de France, il faut qu'elle s'écrive et puis qu'elle soit enseignée dans les écoles aux enfants pour qu'il n'y ait pas justement cette crispation et cette frustration que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes vivent maintenant par rapport à l'histoire de leurs parents. Que l'État français reconnaisse qu'il y a eu une faute grave pendant son histoire, cette histoire qui fait partie de son histoire coloniale, qu'à cette époque-là, on a soutenu des hommes comme Maurice Papon qui ont été soutenus par les plus hautes autorités de l'État et qu'on a massacré des gens. Donc c'est un passage peut-être noir de l'histoire de France, mais qu'il faut en parler. Donc, et puis donc la mémoire vivante, elle est là. Donc pour certains, malheureusement, ils sont partis. Et donc je crois que c'est le moment ou jamais d'en profiter pour essayer d'écrire cette histoire. Nous la laissons ça pour les enfants, un souvenir.
rapport à nos gosses qu'il a dit à mon père qu'il était là, il a fait la guerre, tout Il veut ça. qu'il y ait une trace dans l'histoire, quoi. Il veut qu'il y ait une trace, une reconnaissance. C'est ce qu'il dit. Il dit demain, s'il n'est plus là, que ses petits-enfants disent voilà, notre grand-père a vécu cette date-là, que c'était ça. Mais tant que c'est pas clair, tant que c'est pas dit, ils ne le sauront jamais, quoi. On aurait pu trouver des mots par anticipation. C'est-à-dire qu'on aurait dit voilà, aujourd'hui c'est un peu votre fête, c'est l'histoire de France, mais c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre père, de votre grand-père. Et ben on aurait eu des jeunes plus concernés. Ils auraient eu leur fête chaque année, il y aurait leur commémoration chaque année, et il y aurait eu un pardon entre les institutions françaises, entre des gens de la culture, entre des gens de l'histoire, avec ces jeunes aujourd'hui. Et peut-être qu'on aurait eu des journées de rencontres, et peut-être qu'on aurait récupéré 10, 20, 30, 100 jeunes qui seraient un peu plus concernés, moins frustrés. Pour moi, mon père, c'est une petite pièce du puzzle de l'histoire de France, de notre histoire de France. Mais si une bonne fois pour toutes, demain nos petits-enfants sortent de l'école, du cours de CM2 ou de 6e ou de 5e en disant voilà, vos grands-parents ont vécu, il va se sentir fier, il va sentir qu'il fait partie de l'histoire de France, qu'on a parlé de lui dans ce bouquin, indirectement parce qu'on a parlé de son grand-père. Il n'y a pas cette frustration. Au contraire, quand il va sortir, il va se sentir bien. Il va vouloir respirer, il va se dire voilà, je fais partie de la France, je suis français. Et vraiment, on a parlé de moi dans ce bouquin-là. Elle est là la différence. Donc quand il va sortir fier dehors, et là on ne parlera plus d'intégration. Il sera plus qu'intégré ce jour-là. Il sera enraciné, on va dire. Les historiens avancent aujourd'hui le chiffre de 200 tués, 400 disparus et 11 500 arrestations. 49 années après, quelle est la responsabilité de Maurice Papon dans la répression policière? Pour répondre à cette question, il faudra attendre 2021. À cette date, les archives révéleront peut-être un douloureux et tragique secret.